un lieu, alors là, j'ai découvert sur votre site, Lago Algo, Mexico, donc autre culture, hein, l'Amérique centrale, direction artistique aussi, c'est-à-dire être là au début. Hein. Absolument, ce qui était intéressant là, c'est que c'est deux amis qui ont récupéré un lieu qui était un peu iconique à Mexico, qui était un endroit de célébration pour beaucoup de générations, de moments heureux de leur vie. C'était un restaurant qui était dans un bâtiment qui a été construit au début des années 60 par un architecte qui avait construit un seul bâtiment et qui est devenu un des bâtiments iconiques de la ville. Et le monde entier vient visiter cet endroit parce que c'est une structure paraboloïde. C'est une parabole légèrement décalée, entièrement en béton, en verre, sur un étang, dans le parc, l'un des parcs les plus grands, les parcs urbains les plus grands au monde, Chapultepec. Et donc, je trouvais, c'était vraiment intéressant comme partition à développer, comment créer un lieu après le Covid qui ne soit plus un lieu urbain, mais un lieu qui soit connecté avec la nature, un lieu connecté avec la vie, un lieu qui prendrait un temps plus long et non plus un temps rapide comme j'ai pu le faire avec le Palais de Tokyo précédemment ou ailleurs. Donc, repenser complètement un modèle autre. Donc, le reste, on a fait un lieu où il y a bien sûr des expositions qui sont concentrées sur les problèmes aussi d'écologie, bien sûr, mais aussi le restaurant, où c'est un restaurant tout vient de fermes aux alentours, et ainsi de suite. Donc tout est repensé pour un temps long, où le public, les familles peuvent venir et passer une journée entière entre un pique-nique à l'extérieur, jouer avec leurs enfants devant, avec des jeux faits par les artistes, voir une exposition, se sustenter, repenser le monde, lire, rencontrer des gens. Donc c'est vraiment penser un autre type de lieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand vous mentionnez le Covid. Fort heureusement qu'on a déjà oublié. Les projets se montent parfois très vite, hein, y compris, par exemple, il y a des zones du monde ou en Chine où ça peut, même où on va en parler, d'Arabie Saoudite, ça peut partir très vite. Ça peut aussi des fois retomber un peu. Et on peut imaginer qu'avec le Covid, vous avez sans doute eu quelques projets qui ont été franchement repoussés, voire même. Curieusement, je n'ai jamais été aussi busy. Ah, ben très bien. Parce que entre les artistes et tous mes homologues internationaux, on était sans arrêt en train de se parler, en train de, non pas de se conforter, mais en train d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être l'après, ce que ce moment signifiait, et ainsi de suite. Donc, de produire des choses et pas de tomber dans le trou, au contraire. Donc, c'était très, très, très productif. Et c'est comme ça qu'est né, par exemple, Lago Algo. Lago Algo est né d'une réflexion. Et encore une fois, sur les territoires, avec des cultures hein, qui, à chaque fois, ont leur particularité. Ça, je l'ai suivi avec quelques artistes que je connais, que vous avez sélectionnés. Je pense à Nour Riyad, où là, il y a beaucoup d'extérieur, je crois, mais peut-être pas que. On est dans la chaleur, oui, c'est que extérieur. Hein. Il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a un public avec sa relation à l'art contemporain. Enfin, c'était une expérience, j'imagine, assez riche. Il y avait beaucoup d'art. Je crois que c'était un peu collectif. Je crois au moins 4 curateurs, mais énormément d'œuvres. 2 curateurs. 2, pardon. 2 curateurs, quoi. C'est Pedro Alonso et moi, avec 2 autres curateurs des curateurs associés. Et donc, on a écrit une histoire ensemble d'un projet réalisé en moins de 6 mois avec 150 artistes. 150 pièces, pardon, 90 productions réalisées pour l'extérieur, donc à l'échelle du paysage. C'était une mission commando très particulière, mais très excitante parce que nous rencontrions là une autre culture, une autre manière de voir les choses, une autre manière de vivre aussi le paysage. Et c'était vraiment une aventure très particulière et franchement quelque chose que je ne regrette pas du tout, au contraire. Et des moyens qui permettent de travailler sur une durée un peu plus courte, ce qui facilite aussi, on peut imaginer quand même. C'est-à-dire que c'est effectivement l'un des territoires où on peut construire aujourd'hui des projets qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Et puis, on en arrive, avant d'évoquer quelques amis artistes, l'actualité, qui est la Cookie Factory, que j'ai découvert aussi sur votre site, à Denver. Où là, vous êtes de nouveau directeur artistique. Actuellement, il y a Sam Falls, que j'ai découvert, je ne connaissais pas. Il va y en avoir un bientôt. Alors, voilà, c'est ça. Et ça, c'est... vous aviez déjà, me semble-t-il, collaboré aux États-Unis. Oui, j'ai fait différents projets aux États-Unis. Ouais, là, c'était un retour. Là, ce qui était beau, c'est que
ces deux collectionneurs, une collectionneuse, son mari est artiste, ont acheté une ancienne entreprise dans un quartier résidentiel. Cette entreprise était une entreprise qui a produit pendant 4 décennies des fortune cookies. Ces gâteaux que vous avez dans les restaurants chinois, et quand vous les ouvrez, il y a dedans une petite formule qui, même si vous ne la croyez pas, pendant quelques secondes, elle va vous enchanter et vous allez le présenter à votre ami, votre entourage autour de vous, et ça va être une sorte ça va briser la glace, en fait, et ça va créer une ambiance tout de suite. Et donc, c'était un peu l'ADN de ce lieu qu'on a tout de suite voulu appeler Cookie Factory, où les projets sont produits, sont réalisés comme je l'ai fait au tout début de ma carrière, à savoir en invitant des artistes, les mains dans les poches, à venir sur place et à réaliser des projets pour le lieu. En mode résidence. En mode résidence et surtout en mode commission. Commissionner des projets qui sont exclusivement réalisés sur place. Là, c'est une autre chose que j'ai réalisée, c'est que le public comprend très très bien quand une chose a été faite pour le public, quand c'est une chose qui vient juste, qui est catapultée. Ça n'a pas du tout la même... Oui, bien sûr. Et surtout, l'idée, c'était comme c'est dans un lieu résidentiel, c'est comment on peut reconnecter aussi d'un lieu qui est un lieu au départ comme un bunker, comment on peut le rouvrir sur l'extérieur, le connecter avec les communautés autour, faire en sorte que les différents acteurs culturels soient impliqués et non pas d'être un lieu fermé sur lui-même, et faire en sorte que ce soit un lieu de vie complet sur la vie, et que chaque exposition laisse des traces dans la communauté et dans les lieux culturels. Donc pour moi, c'est parce que comme on est des acteurs de cette machine infernale à produire de l'exposition, à produire de l'événement, ainsi de suite, comment faire en sorte que des choses qui tournent en permanence, eh bien, il y ait des choses qui puissent rester finalement dans une durée plus longue et que ça vienne s'ancrer dans le territoire. Et on le voit quand ces œuvres d'art contemporain sont posées ici, parfois dans des lieux quelque peu étranges. Il y a 2-3 ans, j'étais en vacances à Cagnes-sur-Mer. Je visite un parc avec ma femme, je vois une œuvre d'art contemporain qui était un petit peu plus intéressante que souvent ce qu'on voit dans ce contexte-là. Puis j'en vois une deuxième, une troisième, et je me suis dit, qui a mis ça là? Et je vous vois venir. Me semble-t-il, c'était vous. Avec vos grands sabots. Voilà. Alors, justement, on va rester dans le sud. On s'est croisés aussi à la Fondation Venez, où vous nous avez accueillis en expliquant un petit peu pourquoi c'était un grand plaisir que de retrouver Bernard. C'est une histoire, une belle histoire, c'est une histoire de longue date aussi. Hein. C'est une histoire qui remonte à 1985. C'est quand j'arrive à New York pour la première fois. J'étais avec des amis, on n'avait pas les moyens de s'offrir un hôtel, donc on loue une chambre dans Brooklyn, qui n'est pas Brooklyn du tout d'aujourd'hui. À l'époque, oui. Et c'était près de Flatbush Avenue, c'était un quartier très très sensible à l'époque. Et on était dans une chambre, 4 copains, et on avait un lit gonflable à eau. Et j'étais arrivé à New York avec une feuille comme la vôtre là, et j'avais 4 noms de personnes, d'artistes vivant à New York à appeler. Et le premier sur la liste était Bernard, donc je l'appelle depuis cette chambre, et je lui dis que je viens d'arriver à New York. Il me demande où je logeais, je lui dis je suis à Brooklyn. Il me demande de revenir immédiatement à Soho, de prendre ma valise, et qu'il me logerait chez lui. Donc j'arrive avec ma valise chez lui. Et devant la porte de son immeuble, je vois les noms sur la porte, et je suis resté complètement collé, parce que c'est des noms de grands artistes internationaux, américains. Je mets du temps avant d'arriver à sonner sur le buzzer, et je sonne, il m'ouvre, je rentre dans cet escalier, comme vous avez dans tous les films, dans l'ascenseur, pardon. Voilà, la grille, le bruit, vous fermez, en montant, tous les studios des artistes avaient leur porte ouverte, et je passais devant tous ces artistes jusqu'à arriver à Bernard, qui était devant moi, très impatient devant la porte, avec la clé à la main, il dit voilà la clé. Il me fait faire le tour de son loft. Je tombe par terre, 400 mètres carrés à peu près, magnifique, avec des pièces de Sol Lewitt faites sur son mur, de Donald Judd, et ainsi de suite. Et je me dis, c'est un musée chez lui. Comment je vais pouvoir rester tout seul dans cet endroit? Donc au départ, on va très très vite, on fait le tour, il me redonne la clé à la fin de ce tour,
il me dit, voilà, moi je pars à Paris pendant un mois. Et je me dis, c'est pas possible, je ne peux pas rester là, je suis responsable d'un truc extraordinaire, il ne sait pas qui je suis. Cette personne est vraiment improbable. Et donc, ça a créé une sorte de trouble pour moi que je n'ai jamais oublié, comment cet homme a pu me faire une confiance aussi grande, de me laisser sa maison, ses œuvres, tous ses objets personnels, alors qu'il ne savait même pas qui j'étais. Ouais. Donc, ça a créé inéluctablement quelque chose que vous n'oubliez pas. Je n'avais pas grand-chose à cette époque-là, je n'avais pas les moyens de m'offrir quoi que ce soit. Donc, et puis, j'ai découvert l'œuvre de cet homme, qui était un des artistes français de cette génération les plus importants, très respecté aux États-Unis, ce qui était très rare à l'époque, d'avoir des artistes français connus et reconnus à New York, c'était assez rare, donc c'était assez remarquable. Et depuis lors, on a conservé une amitié sporadique mais réelle. Et c'est vrai que quand j'ai pu faire une exposition chez lui à sa fondation, c'était un moment assez beau de pouvoir retourner sur place chez lui, de faire une exposition et je lui ai proposé un artiste de la nouvelle génération, parce qu'il a toujours été aussi très généreux dans ce sens-là. Il m'a souvent demandé. À l'époque, il y avait une bourse pour les artistes français à New York, où il les invitait pendant, leur payait leur billet d'avion, il leur donnait des honoraires pour qu'ils puissent, des per diem pour qu'ils puissent vivre, et il logeait chez lui.